Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes, Olivier Granillic au micro pour On vous donne la parole comme chaque mercredi sur Studio Qualita. Heureux de vous retrouver pour cette émission qui donne la parole sur Studio Qualita aux auditeurs pour les sujets qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez participer vous aussi à cette émission, c'est très simple puisqu'il suffit de nous appeler au 050 430 80 20. 050 430 80 20, c'est notre numéro de boîte vocale. Et sur cette boîte vocale, vous pouvez laisser un message avec votre nom, prénom, votre numéro de téléphone et nous reviendrons vers vous pour participer à cette émission. Et c'est le moment aussi de rappeler que pour suivre les émissions de Studio Qualita, il faut télécharger dès maintenant l'application Studio Qualita sur Apple Store ou Google Play. Et vous pourrez ainsi nous suivre depuis votre smartphone. Et puis, bien entendu, vous pouvez nous suivre aussi sur la chaîne YouTube ou sur Facebook. On vous donne la parole et nous avons notre premier auditeur en ligne. Il s'agit de Yaakov Ziri. Bonjour, Boker Tov, Yaakov. Merci d'être avec nous. Boker Tov, Olivier. Vous habitez en Israël depuis combien de temps, Yaakov? J'ai grandi ici, puis après j'ai vécu en France, puis après je suis revenu. Vous êtes revenu, très bien. Vous êtes revenu au pays. Ah oui. Vous habitez où? J'habite à Bnei Brak. À Bnei Brak. Et vous voulez nous parler d'un sujet un peu controversé, en tout cas un peu délicat, puisque c'est une loi qui a été adoptée en lecture préliminaire pour le moment à la Knesset. Et qui doit être discutée donc prochainement en première, deuxième et troisième lecture, une loi concernant la peine de mort pour les terroristes. Alors, quelle est votre position sur cette loi? Ma position, je suis pour, mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui. Ça veut dire que nous avons déjà une loi qui est déjà en cours, qui est dans notre loi. Vigueur, oui. Elle existe déjà. Le problème, c'est que pour pouvoir la mettre en application, il faudra que ce soit PRHAD, comme on dit, à majorité absolue. Exactement. C'est une loi qui existe déjà pour les tribunaux militaires, essentiellement. Et cette loi en vigueur, donc, pour qu'elle soit appliquée, la loi de la peine de mort, il faut que tous les juges donc, de ce tribunal militaire décident donc, de condamner à mort un terroriste. Mais nous savons qu'ici, ça ne marchera pas. De toute façon, ces personnes qui viennent nous attaquer, de toute façon, elles viennent pour mourir. Oui. Et pour avoir l'étiquette de shahid. OK? Donc, automatiquement, ça ne leur fera pas peur. Donc, c'est pas dissuasif pour vous? Pas du tout. À mon avis, pas du tout, puisque ces gens-là, de toute façon, vont mourir. Ils savent qu'en venant s'attaquer à un soldat ou s'attaquer en mettant une ceinture de explosifs, ouais, leur fin sera là. Le problème, c'est que je pense que la dissuasion est beaucoup plus dans l'expulsion ou l'emprisonnement, à mon avis. Alors, l'expulsion vers où? Vers des pays arabes qui les recevront, mais l'expulsion totale. Il faut les prendre et les enlever. Et sans ça, les mettre en prison. Alors aujourd'hui, c'est ce que fait justement l'État d'Israël en mettant en prison de nombreux terroristes qui sont soit arrêtés avant qu'ils commettent des crimes terroristes ou bien après des activités terroristes. Mais ce que viennent dire justement ceux qui préconisent justement l'application de la peine de mort, c'est que justement ces terroristes qui sont emprisonnés sont souvent monnaie d'échange pour des soldats qui sont des fois retenus et qui sont pris en otage par les Palestiniens, en particulier par le Hamas. Et donc, en fait, il faudrait éviter cette possibilité d'échanger des soldats israéliens contre des prisonniers
qui sont retenus en Israël. Alors, est-ce que peut-être il ne faudrait pas imaginer une autre loi, une loi qui, justement, interdit justement cet échange entre des prisonniers palestiniens et des otages israéliens? De toute façon, à mon avis, on y va. On y va puisque Ça veut dire quoi? je pense Ça veut dire que vous pensez que c'est la prochaine étape? À mon avis, ça sera la prochaine étape, puisque de toute façon, maintenant, vous avez vu que maintenant, ils ne veulent plus parler d'échange. Israël ne parle plus d'échange. C'est un contre un ou rien du tout. Vous avez vu là avec les corps de nos soldats. Ouais. On leur propose de leur rendre des corps. Ils ne sont pas d'accord. Eux, ils veulent qu'on libère tous leurs prisonniers. Là est le problème. Et là, je crois que ça sera la loi prochaine. Donc la prochaine étape, d'après vous, c'est une loi qui concernera, qui va permettre, qui va interdire justement d'échanger des prisonniers vivants contre des corps ou même contre des otages? Pas interdire, mais limiter. Limiter. Oui. Limité, parce que de toute façon, en espérant, le problème c'est que la loi sur laquelle on parle maintenant, cette loi, elle est capable de simplement d'augmenter la possibilité d'attentats et la possibilité de kidnapping. Donc, le problème, cette loi, elle est à double tranchant quand même. Vous pensez réellement que cette loi sur la peine de mort, si elle est adoptée par la Knesset, risque de faire augmenter le nombre d'attentats ou de prises d'otages de soldats? À mon avis, oui. À mon avis, oui. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que de toute façon, ces gens-là sont voués à la mort. Ouais. Les familles, eux, savent que en les sacrifiant, eux reçoivent beaucoup d'argent. Ça veut dire que tout est lié. Donc c'est une loi en fait. Alors elle est dangereuse. Oui, on peut se poser la question. Alors pourquoi? Puisque le Premier ministre est favorable à cette loi. Hein, il a déclaré. Il est favorable. Mais vous avez. Alors quelle est la raison derrière tout ça de cette position du Premier ministre? C'est une raison politique peut-être? Il y a sûrement une raison politique, mais il y a une raison peut-être pour calmer le jeu chez nos voisins. Mais le problème n'est pas là. Le problème, vous avez vu, ils ont présenté la loi, il y a un monsieur Ahmed Tibi qui s'est réveillé et qui a dit que est-ce que ça sera aussi pour les attentats juifs? Donc, qu'est-ce qu'il lui a répondu Netanyahou? Oui. Ouais. C'est aussi... Donc, on joue avec une lame à double tranchant. Ahmed Tibi qui est député arabe de la Knesset, hein, il faut le rappeler pour nos auditeurs. Donc, c'est une loi qui n'est pas bonne, en gros, pour vous? C'est pas qu'elle n'est pas bonne. Je vous dis, elle est dangereuse. Elle n'est pas, bien sûr qu'on voudrait, les familles qui ont perdu leurs membres dans des attentats, eux sont favorables. C'est normal. Bien sûr. On ne peut pas se mettre à leur place. Par contre, le problème, c'est que est-ce que ça ne va pas générer quelque chose d'autre? En plus, il ne faut pas oublier que déjà, on a vu la France réagir, on a vu certains pays réagir, on a compris que, ça y est, Israël devient un pays qui abolit la peine de mort. Pas qui n'abolit, qui rétablit la peine de mort. Qui rétablit la peine de mort, c'est-à-dire que l'image de marque d'Israël dans le monde risque d'être une nouvelle fois entachée, peut-être affaiblie même. Maintenant, il y a le monde religieux. Le monde religieux aussi est contre. Oui, on a entendu les déclarations du Rav, du grand rabbin d'Israël, Rav Yosef, qui a pris une position très claire et contre justement la peine de mort. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi le monde Haredi qui a dit exactement la même chose. Ça veut dire que ça peut nous causer beaucoup de problèmes. Donc, ça veut dire que, étant donné que notre pays, notre peuple est un peuple qui vit en fait, on crie toujours que la priorité c'est la vie, donc on ne peut pas s'amuser avec ça. Et puis, je crois que pour donner la peine de mort, je crois qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Parce que lorsqu'on arrive au terme du procès et qu'il faut
prononcer la peine de mort, je crois que c'est là le plus difficile. Même lorsqu'il s'agit de cas un peu extrémistes, hein, puisqu'on parle de la peine de mort justement pas pour des terroristes vraiment qui ont commis des crimes horribles. On pense en particulier à ce crime de ce terroriste qui a abattu une famille entière il y a quelques années. La famille Fogel, exactement, qui a abattu non seulement le père et la mère, mais aussi un enfant, des enfants tout jeunes, des nourrissons. Est-ce que dans ces cas, peut-être, on peut comprendre, hein, dans ces cas extrémistes, que la peine de mort peut être appliquée? Justement, c'est là où il faut travailler. Ça veut dire qu'il faut travailler sur l'extrême. Vous savez, comme on a fait pour Eichmann, comme on a fait, il y avait un autre procès. Et donc, le problème, c'est qu'il faut que ça soit vraiment extrême. Le problème, c'est que c'est difficile. C'est très, très difficile. C'est difficile de définir quels sont les cas extrêmes. Et puis, c'est aussi, ça peut engendrer, comme vous l'avez dit, des réactions. Des réactions, que ce soit dans le monde entier ou même peut-être en Israël, d'une certaine part de la population. En tout cas, merci beaucoup, Yaakov, de nous avoir éclairé et d'avoir partagé en tout cas avec nous votre sentiment sur cette loi concernant la peine de mort. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée à vous. Et continuez bien, c'est sympa ce que vous faites. Merci beaucoup. Bonne journée. On vous donne la parole sur Studio Kalita. Comme Yaakov, si vous voulez vous aussi participer à cette émission, rien de plus simple. Il suffit de nous appeler le 050 430 80 20, 050 430 430 80 20. C'est notre numéro de cette boîte vocale. Et si vous voulez participer à cette émission, vous nous laissez un message avec votre nom, vos prénoms et puis votre numéro de téléphone pour qu'on vous appelle. Et vous pouvez intervenir sur nos ondes, sur les sujets qui vous intéressent. Et comme Yaakov ce matin, qui voulait parler de la peine de mort, de cette loi sur la peine de mort, qui a été donc adoptée en lecture préliminaire et qui doit être discutée dans les semaines à venir à la Knesset. Nous allons continuer avec un second auditeur ce matin sur Studio Kalita, un auditeur qui nous vient de Paris. Alain Rosenquier, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver sur Studio Kalita. Je vous en prie. Alors, on va parler ce matin d'une décision qui a été prise très récemment par Israël, en tout cas par le ministère de la Sécurité affaires stratégiques. Voilà, et israélien, qui a en fait établi une sorte de liste noire des associations et des personnes aussi qui sont en fait des personnes non grata, qui ne sont pas bien accueillies en Israël. On parle d'associations pro-palestiniennes, des associations qui concernent aussi le BDS, hein, qui oui, essentiellement, oui. Et parmi ces associations aussi, il y a des associations et des personnalités de France qui risquent, s'ils viennent de venir en Israël, de ne pas avoir la possibilité de rentrer dans notre pays. Vous voulez réagir à ce sujet ? Mais oui, tout à fait. Il me semble que c'est une stratégie qui n'est pas particulièrement judicieuse. La première chose à dire, bien entendu, c'est qu'il faut lutter et condamner le boycott d'Israël, les associations, les organisations en France, mais pas seulement en France, qui sont proches du camp de la paix en Israël, s'opposent fermement à tout boycott d'Israël, et c'est justement pour cela qu'elle considère que cette décision n'est pas judicieuse. Pourquoi ? Tout d'abord parce que nous sommes sur le terrain et nous confrontons, je dirais presque quotidiennement, à des partisans du boycott. Et il y a deux remarques à faire. La première, c'est que, premièrement, nous avons des arguments. Nous avons des arguments lorsque nous nous adressons à des gens de bonne foi qui ne sont pas des acharnés du boycott et des acharnés de la réprobation d'Israël. C'est le deuxième point sur lequel je reviendrai dans quelques instants.
lorsque nous discutons avec eux, lorsque nous argumentons, nous sommes à même de marquer des points. Israël a un dossier à défendre en la matière, et donc c'est la discussion, la confrontation qu'il faut rechercher, et non pas l'isolement, la stratégie de la chaise vide, comme ça a été le cas à l'UNESCO, ou la stratégie du bunker, qui a été dénoncée par un député israélien, Strattenberg, il y a peu de temps, où Israël s'enferme dans un bunker, ferme la porte et jette la clé par la fenêtre. Il ne nous semble pas que ce soit la bonne stratégie. Pourtant, le deuxième point, allez-y sur le deuxième point. Le deuxième point, c'est qu'il faut savoir, du moins en Europe, que le boycott en soi n'est pas quelque chose qui est perçu, je parle du boycott en général, pas du boycott spécifique d'Israël, est quelque chose qui est perçu de façon relativement normale et dépassionnée comme étant un des moyens qui s'offrent aux citoyens lambda de manifester sa position, de manifester une désapprobation. On peut utiliser ce moyen, que ce soit pour faire pression sur des pays avec lesquels on est en désaccord avec leur politique, et ça ne concerne pas Israël spécifiquement, de même qu'il y a toute une stratégie également pour faire pression sur des marques, par exemple, qui utilisent le travail des enfants dans différents pays, de procéder au boycott de ces marques, de ne pas acheter des produits. Donc c'est quelque chose de relativement normal, et ça n'exprime pas une hostilité de principe à Israël, et donc de nombreux jeunes, une partie des gens qui a priori ont une vision pas forcément négative du boycott, ils le vivent de façon normale, et on ne peut pas venir à ces gens-là et les accuser tout de suite d'antisémitisme, d'hostilité à l'existence même de l'État d'Israël. Il faut comprendre de quoi il s'agit, et il y a un travail d'explication et d'argumentation à faire. La chose et la situation est complexe, et on ne peut pas la simplifier de façon arbitraire, et qui mieux qu'Israël sait bien que le conflit du Proche-Orient est un conflit compliqué et qu'on ne peut pas lui appliquer des recettes simples. Mais est-ce que justement permettre à ces associations, à ces personnalités qui, d'une certaine manière, même si vous dites qu'elles luttent contre une certaine forme de choses qui se passent dans les territoires et qui sont contre, et que ce n'est pas vraiment contre Israël, est-ce que leur permettre d'entrer en Israël, ce n'est pas un peu de collaborer un peu avec leur politique ? Non, je ne dis pas que c'est pas contre Israël. Pour les militants acharnés, pour les dirigeants, il y a une hostilité à l'égard d'Israël. C'est évident, mais Israël n'a rien à cacher. On n'a pas à avoir peur. Ils veulent venir. Donc déjà, quand ils viennent en Israël, c'est quelque part déjà une reconnaissance d'Israël. Donc allons-y franchement. Laissez-le rentrer en Israël. Éventuellement, il y a certains lieux de visite qu'on peut leur interdire, c'est-à-dire il peut y avoir des restrictions, comme à tout un chacun, comme tout gouvernement est libre de le faire, mais nous n'avons rien à cacher. Encore une fois, on a un dossier sur lequel il y a des choses à dire et qu'on peut discuter. Il faut voir là que dans cette décision, quelque part, BDS est aussi instrumentalisé. BDS est instrumentalisé parce que c'est aussi une façon, comment dirais-je, de vouloir annexer les territoires à Israël, puisque dans la décision qu'il a été prise, il a été dit que ceux qui s'opposent uniquement à Israël, uniquement en raison de ses liens avec l'État d'Israël, je cite, avec l'une de ses institutions ou avec une zone sous son contrôle. Donc, par ce biais-là, on inclut les territoires occupés dans Israël, ce qui n'est même pas la position officielle du gouvernement israélien, puisque je rappelle, il y a quelques jours encore, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a approuvé la décision d'Israël au programme de l'Union européenne pour la coopération transfrontalière, en Méditerranée, donc qui va offrir des financements et des subventions aux pays méditerranéens pour des projets de coopération. Mais cet accord contient une clause qui précise qu'il ne concerne pas les zones au-delà des lignes de 1967, y compris le plateau du Golan, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. C'est-à-dire, d'un côté, Israël reconnaît que les territoires ne font pas partie d'Israël et bénéficient de coopération et de subventions européennes à ce sujet, et d'un autre côté, par la petite porte, on fait rentrer les territoires occupés
dans Israël. Donc là, il y a aussi quelque part une hypocrisie du gouvernement, et encore une fois, qui ne sert pas Israël, qui donne une image déplorable sur le plan international. D'ailleurs, ça n'a pas manqué les journaux français, puisqu'il y a 2 associations françaises qui figurent dans ces 11. Il y a 11 associations européennes qui sont concernées, dont 2 françaises. Le Figaro, qui n'est pas un journal d'extrême gauche, mentionne cette nouvelle qui ne contribue pas à améliorer l'image d'Israël, mais l'essentiel n'est pas là. C'est cette stratégie du bunker et de la chaise vide qui est en train de se répandre comme une traînée de poudre dans cette stratégie qui n'en est pas une, ou en tous les cas qui nous semble erronée, et qui n'est pas le moyen le plus efficace de s'opposer à l'isolement de l'État d'Israël dans le monde. Très bien, Alain. Merci d'avoir porté votre opposition sur cette décision donc, du gouvernement israélien et de son ministère des Affaires stratégiques de faire une liste noire, hein, justement, des associations qui pourront ne pas pouvoir rentrer en Israël. Voilà, il y a interdiction dans d'Israël. Je vous remercie. Merci et beaucoup, encore une fois, cette position part d'une condamnation sans équivoque et sans ambiguïté du boycott, mais ce n'est pas en pratiquant soi-même le boycott à l'égard de ceux qui sont opposés à l'État d'Israël qu'on luttera efficacement, encore une fois, non pas pour les quelques dizaines de militants acharnés, mais vis-à-vis de centaines de personnes qui, de bonne foi, sont amenées à prendre des positions sur lesquelles on peut les faire évoluer si un travail d'explication et d'argumentation est fait, et bien entendu s'il y a aussi un changement de la politique israélienne. Aujourd'hui, demain, il va y avoir des annonces qui vont être faites de nouvelles constructions dans les territoires. Ce n'est pas quelque chose qui va renforcer la compréhension du monde en général et de la jeunesse en particulier à l'égard de la politique israélienne. Une position donc, comme vous l'avez dit, délicate en tout cas, mais qui en tout cas valait le coup d'en parler ce matin. Et merci d'avoir apporté cette position et qui va sans doute faire réagir nos auditeurs. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, si vous voulez réagir vous aussi donc à ce sujet délicat présenté par Alain concernant justement cette décision d'établir une liste noire des associations et des personnes qui ne sont pas les bienvenues en Israël. On parle surtout du BDS et d'autres actions qui sont menées contre Israël, ou en tout cas contre sa politique dans les territoires. Bien, vous pouvez réagir en nous appelant au 050 430 80 20 pour participer à On vous donne la parole sur Studio Kalita. C'est tous les mercredis et nous avons en ligne David à présent. David, bonjour. Boker Tov. Boker Tov, David. Je sens que tu es en route, David, c'est ça ? Tout à fait. Bon, ben écoute, on va quand même essayer d'avoir une discussion avec toi. Je vais te demander d'être prudent si tu es au volant de ta voiture. Non, c'est bon, je ne touche pas le téléphone. D'accord. Alors David Roth, tu habites d'abord Tel Aviv ? Non, je n'habite pas Tel Aviv. J'habite 2 ou 3 jours par semaine effectivement à Tel Aviv, mais le reste dans les territoires occupés par les Arabes en Cisjordanie. Oui. Et tu es en Israël depuis combien de temps ? Depuis 25 ans, un peu plus. D'accord. Alors, de quoi tu veux parler, David ? Je crois que tu veux parler d'un sujet qui nous intéresse particulièrement à Kalita, puisque tu veux parler de l'Aliyah de France en particulier, ou plus exactement de ceux qui ne font pas leur Aliyah. Non, plutôt de ceux qui ne font pas leur Aliyah, pas forcément de France. D'accord. Je vais parler d'un sujet un peu plus général. C'est une certaine hypocrisie d'une certaine partie des Juifs de diaspora, pas particulièrement les Français, peut-être aux États-Unis, en Belgique ou ailleurs. Je me pose quelques questions, j'ai les réponses, mais parce que les réponses, elles existent. Mais ça m'énerve, parce que quand je vois, par exemple, des Juifs religieux, dits religieux,
cracher sur Israël en France, et je l'ai entendu dans certaines villes. Je donnerai pas le nom des villes parce que les gens vont se reconnaître. Sans le nom de ville, sans le nom de personne, voilà. Voilà. On va rester très général. Voilà. Pour ne pas faire de la chaudara, je suis d'accord avec toi. Ou alors dire que ce n'est pas une mitzvah de monter en Israël. Pour moi, ça me révolte. Je peux simplement dire qu'il y a deux sortes de juifs en Koutlaret, en diaspora. Il y a les juifs qui sont assimilés, qui ne comprennent pas quel est leur rôle en tant que juifs dans le monde. Parce que pour eux, on peut habiter Paris, New York, et être très bons juifs. Et je n'ai aucune ni animosité ni critique envers ces gens-là parce qu'ils sont assimilés. Et ils ne savent pas, ils ont perdu un petit peu leur tradition de ce que c'est Eretz Israël. Mais c'est surtout, je parle de certains groupes qui se disent dans la Torah, qui font, à mon avis, une chose extrêmement grave, c'est-à-dire qu'ils préservent, déjà par leur présence, ils préservent un exil qui est catastrophique. Il s'avérera catastrophique très bientôt, je pense. C'est déjà en train, c'est en cours. On va faire l'antisémitisme partout, aux États-Unis aussi d'ailleurs, au Canada, en France, en Belgique, en Angleterre. On n'y est pas encore, c'est encore vivable. Quand on entend certains dirigeants communautaires dire qu'on peut être français, on peut être juif et être en République, pour parler de la France, et ce sont des gens avec une kippa sur la tête, je me demande s'ils se rendent compte de la gravité de leur dire. Parce que si on regarde nos textes, si on regarde notre Torah, tout porte sur Israël, toutes les prières, la Hamida, toutes les tchilotes, le Talmud, je ne citerai pas de versets parce que les gens savent exactement de quoi je parle. Donc il y a une certaine hypocrisie parce qu'on ne fait pas l'ALIA parce que question de confort, question d'ego, l'ALIA demande beaucoup d'efforts, l'ALIA c'est très difficile. Et puis la Emouna c'est facile dans un salon à Paris et c'est un peu plus difficile quand tu envoies tes enfants ici à l'armée. Moi j'ai un fils dans une unité en Israël extrêmement difficile. Il est très religieux, donc on me l'a dit pas que il est dans une unité de gens que religieux, et il fait son devoir en tant que juif, religieux. Pour moi, la tzal, c'est une mitzvah, et pas que pour moi, je regarde le Rambam ou le Ramban, ou le Rav Avraham Azoulay qui a vécu à Hebron, à l'époque du Baal Shem Tov, qui dans son Sefer, dans son livre Chesed d'Abraham, qui ne parle que d'Eretz Israël, et c'est extraordinaire. Et moi, quand j'ai étudié ce passage-là, ça m'a beaucoup ému. Il a écrit dans son livre, il y a 350 ans, à la fin des temps, beaucoup de juifs religieux ne viendront pas en Eretz Israël pour des raisons de confort. C'est-à-dire que d'après toi, et comme dit le Rav Azoulay, c'est en fait que ces juifs qui sont en France, ou dans d'autres pays d'ailleurs, on ne va pas seulement citer la France, ne font pas leur aléa parce qu'ils se trouvent trop bien en Israël, en France, dans la diaspora, pardon. Oui, si tu veux, ils se sont auto-persuadés qu'il n'y avait pas de mitzvah en Eretz Israël, parce que ça les conforte dans leur position. Oui, Eretz Israël, c'est difficile, mais moi je critique pas les gens qui sont en dehors de la Torah, parce que beaucoup de gens qui sont dans la Torah ne comprennent pas la gravité de leur présence en exil. Moi, j'ai entendu de la bouche des plus grands kabbalistes que tout simplement ces gens-là freinaient la rédemption, freinaient la Géoula. Parce qu'on a besoin de tout le monde ici. Ouais, ce qui te met plus particulièrement en colère, c'est plutôt des communautés qui se disent religieuses et qui, en fait, ne participent pas à ce grand mouvement de retour en Israël, ce grand retour en Israël. Exactement. Et quel avenir tu leur prédis? Écoute, c'est très simple. Quand on apprend de Purim est une fête éternelle. D'ailleurs, on dit que quand le Mashiach se dévoilera, Purim subsistera. Pourquoi? Parce qu'en fait, Purim, on vit Purim actuellement. Ça, c'est un grand secret de Kabbalah qu'on peut étudier sur Purim. Purim n'est pas une fête au niveau du temps. Effectivement, ça s'est passé il y a 2500 ans à peu près. Mais Purim est éternel dans le sens où
les Juifs refont à chaque fois la même erreur, Oui. à savoir que ils vont manger à la table du roi, à l'époque d'Achashverosh. Ils ont mangé même dans les ustensiles du temple, c'est marqué très, très clairement, et ils étaient très, très, très confortablement assis dans leur Torah de Babel, dans leur Torah de Babylone. Et le seul qui s'est levé contre ces gens-là était évidemment Mordechai. Et nous sommes un petit peu tous des Mordechai en Eretz Israël quand on se lève contre cette hypocrisie de gens qui sont très, très confortablement au chaud dans leur yeshiva de New York, Strasbourg ou Paris, et qui prétendent qu'il n'y a pas de mitzvah, qu'il n'y a pas de nécessité, et qu'on peut être très bien, qu'on attend le Mashiach. Moi, je me pose deux questions. Une, est-ce qu'ils connaissent la Torah vraiment? Parce que sinon, on peut leur apprendre, c'est pas un souci. Ils vont faire ici, il y a suffisamment de maîtres en Torah pour leur apprendre la Torah, une vraie Torah, ou alors ils se sont de grands hypocrites. Je préfère la première option, c'est qu'ils ne connaissent pas la Torah. En tout cas, on leur enseigne une Torah de mensonge. Ben écoutez, merci David de nous avoir fait partager votre position justement sur ces juifs de diaspora qui ne font pas leur alia ou qui en tout cas se refusent. C'est pas seulement de ne pas faire l'alia, c'est vraiment refuser de participer à ce grand retour. Merci beaucoup d'avoir participé vous à cette émission. Merci David. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci David, à bientôt. Bonne journée. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui avec ce numéro de On vous donne la parole. Nous nous retrouverons bien entendu mercredi prochain pour vous donner encore une fois la parole sur Studio Kalita. Et si d'ici là, vous voulez participer à cette émission, rien de plus simple, vous nous appelez sur notre boîte vocale, le 050 430 80 20, 050 430 80 20. Votre nom, prénom, numéro de téléphone et nous vous rappellerons pour participer mercredi prochain. On vous donne la parole. Merci de votre attention. À très bientôt. Merci à Mike pour la réalisation technique. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Kalita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granilic vous ouvre les portes de Studio Kalita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Kalita.